Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Petite Cinémathèque. Écoutez ceci. Alors, pour ceux qui l'ont vu, vous aurez sûrement reconnu la musique du tout début du film Django Unchained, réalisé par Quentin Tarantino, le 8e film de Quentin Tarantino, qui est sorti en 2012. Alors, Django Unchained, je pourrais y passer beaucoup de temps, je vais devoir me limiter vraiment, parce que c'est un film que j'aime énormément, avec le temps, c'est devenu l'un de mes films préférés, vraiment, c'est un film que j'adore. Je vais essayer de vous en parler un petit peu, sans trop vous en dévoiler le contenu, mais vous donner au moins envie de le regarder si vous ne l'avez pas vu. Et pour les autres, peut-être vous donner quelques clés de lecture du film, qui sont mes clés de lecture, qui ne sont pas forcément la seule façon de voir le film, mais comment moi, le film, je le reçois. Alors, ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que Quentin Tarantino, c'est donc un réalisateur qui fait pas forcément consensus. Il y a des gens qui adorent son cinéma, j'en fais partie, et il y a des gens qui n'aiment pas son cinéma. Hein. Alors, Django Unchained, dans sa filmographie à Quentin Tarantino, je dirais que c'est un peu le film qui fait consensus. Je connais pas mal de gens qui sont pas forcément des fans de l'univers Tarantino et qui ont beaucoup aimé Django Unchained. C'est vraiment un film qui peut rassembler un public très large, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le film de Quentin Tarantino qui a le mieux marché au cinéma. Alors, il faut savoir que Django, à la base, c'est un film qui existe déjà, qui est un western, hein, qui a été tourné et sorti plutôt en 1966, un film signé Sergio Corbucci, qui est d'ailleurs considéré comme l'un des westerns les plus violents qui ait été réalisé dans l'histoire du cinéma. Il a même été interdit de projection dans certains pays. Il y a même une suite qui a été faite en 1987. Et en fait, le film de Tarantino est un peu s'inspire beaucoup du film de 1966. Et d'ailleurs, la musique du générique, dont vous venez d'entendre les premières notes tout à l'heure, est la même musique que celle du film de Tarantino de 2012. En fait, c'est le même générique, c'est la même musique qui commence chacun des deux films. L'histoire, on peut en parler assez rapidement. Alors, c'est une histoire qui est assez originale, puisque donc ça se passe aux États-Unis, au Texas plus précisément, en 1858. C'est une histoire originale dans le sens où les deux personnages principaux sont un esclave qui s'appelle Django et un tueur à gages qui est le Dr Schultz. Au début du film, ces deux personnages se rencontrent, c'est vraiment dès les premières minutes, et le Dr Schultz va libérer Django, qui va passer de statut d'esclave à statut d'homme libre. Et Django va être initié à devenir un tueur à gages. Et donc ça, c'est plutôt la première partie du film. Et dans la seconde partie du film, le Dr Schultz va aider Django à retrouver sa femme, qui était esclave comme lui. Tous les deux ont été séparés, notamment après avoir tenté de s'échapper d'une plantation. Et Django veut retrouver sa femme pour la libérer. Le Dr Schultz va l'y aider. Et ça, c'est plutôt la deuxième partie du film où ils vont réussir à retrouver la femme de Django, mais ensuite il va falloir qu'ils réussissent à la libérer, ce qui n'est pas simple. Alors, le film Django Unchained de Tarantino, et Tarantino lui-même le revendique, est un western spaghetti. Qu'est-ce qu'un western spaghetti ? Ce sont des films qui ont été produits à une autre époque, hein, puisqu'on est plutôt dans les années 60-70, et des films qui ont été produits en Italie. Hein. C'est un genre du western qui n'est pas le même genre du western américain à la John Wayne, en gros. Ce sont des films qui se sont démarqués des films des westerns américains sur plusieurs plans. Et quand on regarde un peu les caractéristiques du western spaghetti des années 60-70, effectivement, on retrouve pas mal de choses qu'on retrouve dans Django Unchained. D'abord, dans les western spaghetti, on ne glorifie pas les valeurs fondatrices des États-Unis comme le font les westerns américains à la John Wayne. Et effectivement, dans Django Unchained, c'est carrément le cas, puisque c'est un film qui traite d'un passé douloureux des États-Unis, qui est l'esclavage. L'esclavage qui, aux États-Unis, a quand même duré plusieurs siècles, y compris quand les États-Unis sont devenus indépendants. L'esclavage a continué, hein, il sera aboli seulement dans une partie des États-Unis par Abraham Lincoln, ce qui donnera naissance
à la guerre de sécession. D'ailleurs, juste après fin des années 50. Hein, donc en fait, le film se passe juste avant le début de la guerre de sécession. Clairement pas une glorification des valeurs américaines dans ce film, loin de là. Hein, puisqu'en fait, on parle d'une histoire qui est douloureuse, hein, d'un passé qui est douloureux pour les Américains. Et qui a laissé des traces dans la société américaine, y compris aujourd'hui. Deuxième spécificité du western spaghetti, c'est l'humour. Et effectivement, il y en a dans Django. Hein, c'est un film qui, même s'il y a des moments très tristes, très tragiques, on rigole beaucoup en fait en regardant Django Unchained. Et notamment à la fin. Dans les western spaghetti, quand vous regardez un western spaghetti, souvent les tueries, les moments où il y a de la violence, qui est souvent omniprésente. Hein. Dans les western spaghetti, il y a souvent beaucoup de violence, et on la retrouve aussi dans Django. Autant le duel à pistolet que les scènes de mutilation ou de torture. Et quand il y a de la violence, souvent c'est des tueries qu'on pourrait dire grand guignol, c'est-à-dire que c'est too much. Et chez Tarantino, ça prend encore une autre dimension, et je pense notamment à la fin du film, où il y a une tuerie, et il y a des quantités d'hémoglobine qui sont déversées, qui sont ahurissantes. Et en fait, c'en est drôle, parce que c'est vraiment too much. Et même le sang est faux. Même chez Tarantino, le sang est faux. Et chez Tarantino, c'est une constante. Dès que vous avez de la violence chez Tarantino, c'est exagéré. Et d'ailleurs, c'est souvent l'une des spécificités de son cinéma qui lui est reprochée. Les gens de dire, ouais, c'est ridicule. Mais oui, c'est peut-être ridicule, mais en fait, c'est fait exprès. Tarantino, il dit lui-même qu'il a pas, pour lui, ça reste que du cinéma. Et donc, la violence, elle a pas pour but d'être réaliste. Elle a juste pour but de rappeler c'est que du cinéma, cool, c'est que du cinéma. Et dans Django, pardon, on retrouve ça, et c'est encore plus amplifié par le fait que, déjà dans les western spaghetti, la violence, elle est exagérée, mais alors chez Tarantino, c'est encore pire, quoi. C'est vraiment too much. Et donc voilà, on retrouve ça par rapport au western spaghetti. Le western spaghetti qui se veut également un cinéma qui est plus populaire, plus grand public. Et là, c'est pareil, c'est peut-être pas étonnant que ce soit le film de Tarantino qui ait le mieux marché auprès du public, parce qu'effectivement, c'est son film le plus grand public, je pense. Et c'est pas du tout un reproche que de le dire, mais ça explique pourquoi il a plu à autant de monde. Autre spécificité du western spaghetti, ce sont les angles de caméra. Alors qui sont volontairement soit très ouverts, notamment à travers les paysages qui sont filmés en plan très large, et on retrouve ça dans Django. Il y a des paysages qui sont vraiment magnifiques. Enfin, il y a vraiment Tarantino filme en extérieur dans de vrais paysages. Il n'y a pas de fond vert, on n'est pas là-dessus, on est dans la nature et c'est beau, quoi. C'est vraiment magnifique. On est dans les vastes plaines, on est dans la neige, on est parfois dans la zone plus tropicale, Nouvelle-Orléans, etc. Et donc c'est vraiment beau, tout simplement. Et au contraire, parfois on a des angles qui sont plutôt très serrés, avec des gros plans qui sont sur les regards des personnages, ou alors sur la main qui se glisse pour prendre le pistolet, qui sont présents dans Django Unchained et qui sont typiques aussi du western spaghetti. Autre importance, et là évidemment on est obligé d'en parler dans Django Unchained, c'est la musique. Franchement, la bande originale, enfin la bande son, parce que c'est pas toujours des musiques originales, loin de là, mais la bande son de Django Unchained, c'est le genre de bande son que vous pouvez vous mettre sans regarder le film à écouter pendant 1 heure ou 2, quoi. C'est vraiment, moi c'est une bande son que j'adore. Et on passe par toutes les étapes. On commence avec la musique du générique du film de Django de 66, mais après on a vraiment de tout. On a du Johnny Cash, on a une musique que j'adore, une chanson que j'adore de Jim Croce qui s'intitule I Got a Name, une chanson que j'adore qui est présente plutôt vers le début du film. Puis on a aussi du rap américain. Vraiment, on passe par tous les styles musicaux et c'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Les scènes, il y a des scènes, dans Django Unchained, la musique fait vraiment partie intégrante de la scène. Sans la musique, on n'aurait pas tout ça. On a aussi la musique classique. Je crois qu'on a du Carmina Burana à un moment donné. Enfin, c'est vraiment une playlist, une vraie playlist, hein, ce film. Et cette importance de la musique, on la retrouve déjà dans les western spaghetti. Et encore, à nouveau, ça colle complètement à l'univers de Tarantino, parce que dans tous les films de Tarantino, la musique, elle est super importante. Que vous preniez Pulp Fiction, que vous preniez Kill Bill,
que vous preniez Reservoir Dogs ou encore les autres films qu'il ait pu faire, Once Upon a Time in Hollywood, bref, dans toute la filmographie de Tarantino, on a une musique qui est omniprésente, et donc cette rencontre entre l'univers de Tarantino et l'univers du western spaghetti, finalement, elle est magnifique, elle colle parfaitement. Enfin, dernière caractéristique du western spaghetti qu'on peut noter aussi, c'est l'usage du flashback. Et là encore, on se dit, mais oui, mais bien sûr, dans les films de Tarantino, le flashback, il est super important. Je rappelle, le flashback, c'est dans un film le retour en arrière, quand on voit dans le film une scène qui s'est passée avant l'histoire qui nous est racontée. Et en fait, chez Tarantino, c'est tout le temps présent. C'est tout le temps présent, et je dirais même que c'est poussé à l'extrême dans le sens où, dans de nombreux films de Tarantino, les films sont désarticulés temporellement. C'est-à-dire que on a des scènes qui se passent dans le présent, et puis après, on a des scènes qui reviennent dans le passé. En fait, le passé et le présent sont très très imbriqués l'un dans l'autre, sans forcément qu'on nous l'indique d'ailleurs. Parfois, c'est un peu... Enfin, faut suivre, faut comprendre. Et en fait, je dirais même que le Django Unchained, c'est le film le plus sage de Tarantino à ce niveau-là. On a un film qui se passe, dans le moment présent, on nous raconte l'histoire de Django, et puis on a des flashbacks pour nous raconter, pour comprendre un petit peu mieux l'histoire de Django. Et en fait, on n'en a pas beaucoup, ils sont pas très longs, mais ils font directement référence à ceux des western spaghetti. Et là, finalement, Tarantino, je pense, se limite beaucoup. Lui qui a pour habitude de jouer beaucoup sur le passé et le présent, là, il se limite à des flashbacks très simples, finalement, mais qui font directement référence au western spaghetti. Django, de manière générale, donc ça part de l'esclavage, mais évidemment, c'est Tarantino, c'est Tarantino qui nous offre sa vision de l'esclavage. Alors, faut pas chercher dans Django une œuvre forcément historique, même si quand même, c'est pas une œuvre qui est complètement farfelue au niveau historique. Il y a des choses qu'on retrouve dans ce film qui sont assez exactes au niveau historique. Par exemple, je pense aux outils qu'on imposait aux esclaves pour les empêcher de s'enfuir, ou pour tout simplement les faire prisonniers. Quand vous regardez les outils, notamment les masques que peuvent porter les esclaves, ce sont des vrais instruments alors j'allais dire, c'est pas des instruments de torture, mais des instruments d'enfermement qui existaient vraiment dans les plantations. Et de même que, par exemple, il y a un personnage dans le film qui est joué par Samuel L. Jackson, qui est ce qu'on appelait un nègre de maison, c'est-à-dire un esclave noir qui travaillait dans la maison du maître. Et en fait, le nègre de maison, évidemment je mets des gros guillemets à l'usage du mot nègre, qui est un usage qui date de cette époque, évidemment pas d'aujourd'hui, il avait tendance parfois à être beaucoup plus proche de son maître blanc que de ses semblables noirs. Et à parfois prendre le parti vraiment de son maître plutôt que de ceux qui partageaient autrefois sa condition. Et effectivement, Samuel L. Jackson joue parfaitement ce rôle, et on sait qu'il en a existé des nègres de maison, et qu'ils avaient parfois tendance effectivement à oublier un peu d'où ils venaient, et à prendre parti plutôt pour leur maître blanc que pour les esclaves. Donc voilà, au niveau de l'histoire, quand même, Tarantino raconte pas n'importe quoi. On sent quand même qu'il y a eu de la documentation, qu'il sait qu'il touche à un sujet qui est important, qui est sensible, mais effectivement, lui, il en apporte sa vision. Et on pourrait dire que finalement, Django Unchained, c'est le deuxième film de Tarantino qu'on pourrait qualifier de la revanche des opprimés. Inglourious Basterds, son film précédent, qui date, il me semble, de 2009, je crois, on peut dire que Inglourious Basterds, c'était la revanche des opprimés, c'était la revanche des Juifs. Il faut regarder le film pour le comprendre, mais quand on voit comment se termine le film, c'est carrément la revanche des Juifs sur leurs tortionnaires nazis. Et bien là, on pourrait dire que Django Unchained, c'est la revanche des Noirs sur leurs tortionnaires blancs. Et d'ailleurs, quand on prend un peu de recul par rapport aux personnages dans Django Unchained, on se rend compte que tous les personnages blancs sont complètement débiles, sont idiots, mais vraiment. Au niveau intellect, on est sur des personnages qui sont cons. Rien par exemple que de prendre la scène du Ku Klux Klan. C'est dur à dire, Ku Klux Klan. Donc, alors là, il y a un anachronisme parce que ce groupuscule extrémiste a été créé beaucoup plus tard. Il a été créé en 1885, je crois, donc c'est beaucoup plus tard. Mais bon, ce groupe, je veux dire ce groupe parce que j'arrive pas à dire le KKK, on va dire le KKK, est présent. Il y a une scène où ils essayent d'attaquer en fait Django et Dr. Schultz, et il y a tout un délire, une scène complètement ridicule autour des masques, etc.
Et ils sont complètement tournés en dérision, ils sont vraiment bêtes. Ils sont vraiment bêtes. De même que le personnage joué par DiCaprio, alors c'est génial de voir DiCaprio dans ce rôle-là, parce que c'est un rôle à contre-emploi. En général, DiCaprio, il joue des rôles plutôt, on va dire, alors j'allais dire de gentil, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, des rôles qui sont plutôt des rôles de héros. Hein. Là, c'est un rôle, c'est même pas un anti-héros, c'est un rôle de méchant. Et ça lui va très bien, il est génial. Et pourtant, il est, il est pas très intelligent, DiCaprio. Quand on voit son personnage, il est pas affûté. Et d'ailleurs, là, je vais faire un petit spoil, donc attention pour ceux qui n'ont pas vu le film, peut-être que vous devriez ou vous arrêter là, parce que le podcast est bientôt fini. D'ailleurs, c'est même pas DiCaprio qui comprend que le Dr Schultz et Django sont en train de se foutre de lui pour récupérer la femme de Django. C'est le personnage joué par Samuel L. Jackson. C'est son nègre de maison qui le comprend. Donc là encore, les blancs sont à la ramasse. Le seul blanc intelligent et en fait qu'on aime dans le film, comme par hasard, c'est le Dr Schultz, parce que c'est celui qui aide Django. Il est joué notamment, il faut que je le dise, par Christophe Waltz, qui est génial dans son rôle, qui a d'ailleurs eu un Oscar pour ce rôle. Et en fait, donc, il aide Django, ce personnage, et c'est aussi un personnage, on comprend qu'il est dégoûté par l'esclavage, il est dégoûté par ce qu'il a vu, et que c'est un vrai anti-esclavagiste. Le seul blanc intelligent du film est un anti-esclavagiste, et évidemment que ce n'est pas anodin. Au contraire, les personnages noirs du film sont des personnages qui sont beaucoup plus intelligents, oui, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus intelligents, beaucoup plus futés que les personnages blancs. Et donc c'est là que Tarantino apporte sa pierre à l'édifice. Il remet en avant ceux qui ont été opprimés et au contraire dégrade, tourne en dérision les oppresseurs d'auparavant. Django Unchained, c'est un film réalisé par Quentin Tarantino et qui est sorti en 2012.